Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Merci donc de prendre part à ce webinaire, la troisième série qui porte sur les légumineuses négligées, une initiative donc du réseau des journalistes journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Et c'est avec un plaisir que nous avons démarré cette série de webinaires qui vise à sensibiliser, qui vise à informer, qui vise à vulgariser davantage les travaux de recherche scientifique qui portent sur les légumineuses négligées. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il faut patienter un peu ou on peut démarrer. Euh, Alors, une fois encore, bonjour, je suis Kwesi Jiro Togbe, je suis journaliste scientifique et je serai le modérateur pour ce webinaire organisé par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question essentielle, d'une question importante pour l'agriculture dans le contexte ouest africain. On pose la question de savoir comment sortir de la dépendance aux engrais chimiques tout en maintenant la productivité agricole et en préservant notre environnement. Je pense que c'est une problématique très cruciale qui a déjà fait l'objet de plusieurs colloques, de plusieurs travaux scientifiques, de plusieurs réflexions scientifiques, parce que c'est un enjeu de taille. La production agricole, la dépendance aux engrais chimiques. Et donc, une solution existe dans nos champs, on va le dire comme ça, qui est la culture des légumineuses. Ces plantes, comme le niébé au Sénégal, comme le soja ou le pois, ont une capacité extraordinaire de fixer l'azote grâce donc à des bactéries symbiotiques. Et donc, cette propriété peut peut transformer le sol et réduire la consommation d'engrais et contribuer à une agriculture résiliente et durable. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, sur cette problématique d'intérêt, nous avons réuni trois spécialistes qui vont partager leurs connaissances et expériences sur cette question, sur cette thématique d'intérêt. Premièrement, nous aurons le docteur Amonihi Françoise Agbojo. Elle est socio-anthropologue, spécialiste des mouvements paysans et des politiques semencières. Elle est docteur en sociologie et anthropologie et travaille sur la reconnaissance politique des mouvements paysans et des systèmes semenciers paysans en Afrique de l'Ouest. Elle est forte de 10 ans d'expérience auprès d'organisations paysannes. Ses recherches se situent à l'interface de la socio-anthropologie politique et l'anthropologie de l'alimentation avec un intérêt accentué pour la biodiversité cultivée et la diversité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Nous aurons notre deuxième panéliste, a pour nom le docteur Hervé Aholupe. Il est chercheur au Centre de recherche agricole plantes pérennes, CRAP, de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INERAB. Agronome depuis 2022, il a débuté sa carrière dans la recherche sur la fertilité des sols et la gestion intégrée des ressources organiques en milieu villageois. Ses travaux portent sur l'amélioration des propriétés physico-chimiques des sols et la productivité des cultures. Euh, Nous avons notre troisième invité qui va nous rejoindre d'ici là. Il a pour nom le docteur Malamine Junior Badji, qui n'est pas aussi des moindres. Il est agroéconomiste et socio-économiste sénégalais, chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, qui est très connu. Ses travaux portent sur l'analyse économique des systèmes de production agricole durable, avec un intérêt particulier pour le rôle des légumineuses dans l'amélioration de la fertilité des sols, la réduction de la dépendance aux engrais chimiques et la résilience des exploitations agricoles. Donc,
apportera la perspective économique et sociale de l'intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles. Merci pour avoir rejoint ce panel de partage d'expérience, pour votre disponibilité, pour avoir accepté d'éclairer les participants sur ce sujet très important. Alors, sans plus tarder, en attendant que les autres panélistes ne nous rejoignent, je pense que je vais commencer avec vous, docteur Agbodjo. Pour planter le décor, vous avez fait le terrain, vous étiez avec des paysans, vous étiez avec des agriculteurs sur le terrain. Partagez avec nous votre expérience avec ces paysans-là. Comment est-ce que la dynamique donc de l'utilisation des engrais chimiques ou non est vécue sur le terrain du point de vue socio-anthropologique? Du point de vue socio-anthropologique, d'ailleurs, j'aimerais vous remercier d'abord, Monsieur Kwesi, de cette question. Du point de vue socio-anthropologique, en ce qui concerne l'utilisation de l'engrais, il faut savoir que, en général, l'Afrique de l'Ouest, pour les pays que je connais plus ou moins, dont je maîtrise à peu près 5 pays, c'est-à-dire si je prends vraiment le cas du Bénin, du Burkina, du Mali, du Niger et du Sénégal, il y a eu la phase pendant longtemps de vulgarisation du système conventionnel. Le système conventionnel qui a appuyé, qui a accompagné et surtout qui a promu l'utilisation d'engrais chimiques pour des buts de rentabilité. Et à l'époque, on parlait encore de sécurité alimentaire parce qu'il fallait vraiment ça à manger. Mais il y a un lien qui rattrape très vite parce que là-bas, avec tout ce qu'il y a comme changement, qu'il y a deux types de, quand je au niveau socio-anthropologique, il y a deux visions en fait. Il y a la vision qui vient en voyant les conséquences ou avoir déjà subi les conséquences de l'application d'engrais et dans ce cas de ce qu'on parle ici des légumineuses, de l'engrais azoté qui généralement avec la chaleur quand il ne pleut la plante après l'application. Et on a déjà à ce niveau des paysans, des groupes qui ont déjà ça comme conséquence, qui ont déjà vu ça, qui ont déjà subi les conséquences, de se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Et la solution dans certains villages du nord du Bénin où j'avais travaillé au début, on voit que la solution dans un premier temps, sans s'en rendre compte, est au niveau des femmes qui, pour des raisons de manque d'argent pour la plupart pour s'acheter des engrais à chaque campagne, se sont rabattus sur ces productions sur ces cultures qui sont les légumineuses, souvent qu'elles cultivent sur des champs abandonnés par leur mari, des champs qui sont plus ou moins déjà laissés en jachère. Mmh. Donc, en essayant de cultiver sur ces parcelles-là de légumineuses, dont le niébé en particulier, le niébé, l'arachide pour certaines, se rendre compte que après 1 ou 2 années, ça régénère. Donc, pour certains qui étaient déjà dans le projet de transition agroécologique, de transition sur des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement, il y a eu rapidement cette réflexion de se détacher de l'engrais chimique pour se mettre du côté des biofertilisants, du compost, des fientes, de tout ce qui peut être quand même engrais biologique pour pouvoir, ou l'association de cultures pour transiter et de moins en moins utiliser l'engrais chimique. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont toujours utilisé l'engrais chimique, qui pour certains, pour des raisons de santé, pour des raisons d'éthique, mais il n'y en a pas beaucoup, qui ont commencé à transiter aussi vers l'agroécologie. Maintenant,
parmi ceux qui utilisent les produits chimiques ou les produits conventionnels aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie qui n'a pas d'autres moyens, qui ne connaît pas d'autres moyens, c'est ce que je veux dire. Les gens ne savent pas qu'il y a d'autres manières de produire. Ils n'ont connu que ça. On leur a appris à doser l'urée, à doser. On leur a pas appris à aller chercher des fientes de volaille pour composter. On leur a pas appris à fertiliser le sol. On leur a pas appris à mettre des plantes fertilisants. On leur a pas appris à mettre des plantes pièges pour lutter contre les insectes plutôt que de mettre, pour repousser les insectes plutôt, excusez-moi, plutôt que d'utiliser des insecticides et bombarder leurs champs. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont contre l'engrais chimique? Peut-être oui, peut-être non, mais pour ceux qui sont déjà face aux conséquences, pour eux, c'est non pour les engrais chimiques. Et du côté de ceux qui continuent de l'utiliser, mais qui ont envie de transiter quand même, il y a la question de on transite vers quelle solution? Okay. Et ces solutions-là, est-ce que ces solutions-là sont efficaces? Pour quel résultat? Est-ce que je ne perds pas tout ce que j'ai investi pendant des années et des années? Donc, il y a toute cette confrontation-là en tout cas, toutes ces positions-là qui viennent en confrontation sur l'utilisation, le pour ou non pour les engrais conventionnels et le pour ou contre pour les engrais biologiques ou pour l'agroécologie. Très bien. Alors, vous parlez de manque d'information auprès donc des agriculteurs qui, j'ai envie de dire, ne savent pas à quel sens se vouer. Faut-il toujours continuer par utiliser les engrais chimiques? Faut-il switcher? Faut-il changer d'option? Ils n'ont pas l'information pour la plupart. Alors vous, en tant que chercheur, qui avez la certitude scientifique qu'il existe des alternatives pour aller contre ces engrais chimiques, pour non seulement la durabilité de l'agriculture, mais également pour des questions environnementales et même pour la santé de ces agriculteurs, que faites-vous en termes de vulgarisation et en termes de sensibilisation pour que, à la base, ces populations, ou je veux dire ces paysans avec lesquels vous travaillez, soient informés? Quand je prends par exemple, on reste sur le sujet qui est les légumineuses, je ne vais pas me disperser. Quand on prend le cas des légumineuses, encore plus concret, le cas du niébé et de l'arachide sur les deux cultures sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et la première démarche sociologique qu'on avait adoptée à l'époque, que moi j'avais adoptée et que j'avais proposée à l'époque, c'était de comprendre déjà pourquoi les gens ils utilisaient les produits chimiques pour des cultures comme le niébé. Le niébé qui, en vrai, avec la fixation déjà de l'azote et tout, n'avait pas besoin d'un apport en nutriments chimiques. Et le premier constat, c'était la peur. En fait, il y a une grosse peur de ne pas perdre. On ne veut pas perdre le peu qu'on a semé. Et dès qu'on voit un insecte passer, il fallait automatiquement l'éradiquer, il fallait automatiquement avoir un champ clean, un champ propre, un champ... En fait, tout pour rentabiliser, on fait tout pour récolter quelque chose, comme ils le disent. Sensibiliser, c'était d'aller vers les agriculteurs Djougou, Tongueta et Tchao au nord du Bénin. C'était de, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils reconnaissent les différents types d'insectes qu'il y a dans leur champ? Parce que tous les insectes ne sont pas nuisibles. La guêpe, elle ne vient pas pour manger tes feuilles. La guêpe, elle vient pour les larves. Donc, si la guêpe, elle est sur ton champ, c'est parce qu'il y a des larves, c'est parce qu'elle vient. Donc, il y a cette éducation-là d'abord, ce niveau d'information-là qu'on a essayé d'apporter aux paysans. Il y a aussi le côté alimentation que moi, particulièrement, j'avais beaucoup mis en avant pour pouvoir conserver, en tout cas, déjà la santé, pour les questions de santé. Il faut consommer des produits plus ou moins sains. Dans les villages, il y avait le délai de conservation des produits parce que
on a fait des expériences. L'haricot, le niébé, qui a été cuit en agroécologie, se conserve beaucoup plus longtemps que le niébé conventionnel cuit et laissé dans les mêmes conditions en milieu rural. Ben, parce que je ne suis pas rentrée au labo avec, c'était des constats généraux et je reste sur ma position de socio-anthropologue. Donc, il y avait l'information, informer les gens sur le risque qu'ils encourent, informer les gens qu'il y a des processus qui existent, eux-mêmes être complètement indépendants des produits chimiques, de l'engrais chimique, et surtout leur donner la solution. Ok, tu m'informes, mais comment est-ce que je fais pour avoir ces produits-là? Donc, il y a tout ce qui est formation, tout ce qui est... et là aussi, il y a encore du travail à faire pour vous dire, il y a vraiment du travail à faire. Donc, le projet, on avait installé un projet que moi, l'ONG, à travers laquelle je travaillais à l'époque, appelait les laboratoires ONU. C'était de transformer le champ du paysan en laboratoire. Et c'est dans le champ de quelques paysans que se faisaient tous les essais, tout ce qu'il fallait, les observations. Et donc, on était dans une rencontre de la recherche, du scientifique avec l'empirique, où le paysan était vraiment au centre, parce qu'il ne faut pas oublier, dans nos milieux ruraux, il y a des paysans qui, toute leur vie, n'ont jamais utilisé de produits chimiques. Et ce sont des ressources, qu'on le veut ou pas, c'est vraiment des ressources, c'est du savoir. Et ces gens-là devaient être mis en contribution pour, en fait, venir croiser l'empirique au scientifique pour donner des solutions. Et on a été émerveillés de tout ce qui existait de là dans les villages comme méthode de production sans recours aux engrais chimiques, et surtout pour le peu qu'ils faisaient était rentable au final quand on voit le rendement de leur production par rapport au rendement du conventionnel. Il y a même des essais qui ont été faits sur des portions de peut-être 1/8 d'hectare de produits 100% sans produits chimiques et de l'autre côté de produits avec des produits chimiques, et afin à la fin de comparer quelle est la différence. Sur 1 hectare, parfois on arrivait à peine à un sac de 100 kilos de différence, ou un demi-sac comme vraiment tout était vraiment appliqué à la lettre. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est dire que les expérimentations quand même scientifiques ont prouvé quand même cette différence-là qui existe quant à l'utilisation donc des engrais et puis de l'utilisation donc de la méthode je veux dire agroécologique, etc., etc. Alors, le docteur Malamine Junior Badji nous a rejoint entre-temps. Je rappelle aux participants que vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions de compréhension dans le chat. Je me ferai le plaisir de relayer cela pour que la discussion puisse avancer au fur et à mesure. Alors, docteur Badji, je disais à l'entame que vous êtes agroéconomiste et socio-économiste, chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Je voudrais savoir quels sont aujourd'hui les bénéfices du point de vue économique pour les producteurs qui adoptent les légumineuses. Déjà, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Donc, une très belle présentation. Je travaille principalement sur les légumineuses, mais aussi les céréales. Par rapport à une valorisation économique, aujourd'hui des légumineuses, je pense qu'on a beaucoup de types de légumineuses aussi qu'il faudrait prendre en compte. On parle aussi des légumineuses prioritaires. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du Sénégal avec l'arachide, qui est, disons, comme on appelle l'or, en fait, de l'agriculture. Aujourd'hui, qui est une culture très importante, malgré que restant une légumineuse. Ou encore le niébé, Vina condicolata, dont le docteur a déjà parlé. Vraiment, j'ai écouté son discours et je pense qu'il était très cohérent du début à la fin. Maintenant, il y a d'autres aussi types de légumineuses moins connues comme on les appelle négligées d'ailleurs, qui sont moins connues, mais qui aussi jouent un rôle important. Mais ces deux principales, restant l'arachide et le niébé, jouent un rôle important du point de vue économique.
pour ceux qui les cultivent. Donc, déjà, on va parler de système de production pour rester dans une approche d'exploitation, principalement familiale, parce que les agrobusiness, ils le font, mais principalement, aujourd'hui, ceux qui cultivent les légumineuses restent les exploitations familiales. Donc, cette définition est très importante de voir que jusqu'à 80% des personnes qui font de l'agriculture, aujourd'hui, c'est principalement en zone rurale, et les légumineuses font partie de ce système de production-là, avec une relation souvent entre céréales et légumineuses. Donc, les légumineuses, certes, ils apportent de l'argent, mais il ne faudrait pas les voir comme principalement un apport d'argent. C'est principalement aussi un complément à l'alimentation pour pouvoir varier les plats, etc. Donc, le vrai impact des légumineuses n'est pas forcément économique, même s'il faudrait compter un aspect économique important. Donc, mais par rapport à l'aspect économique, donc, par exemple, les cultures comme l'arachide, ce sont des cultures de rente. Aujourd'hui, principalement, on les cultive pour vendre et avoir de l'argent. Donc, c'est une principale source de revenus pour aujourd'hui, si au Sénégal, on parle du bassin arachidier, donc qui va concerner presque 5 régions, donc dans lesquelles les gens cultivent annuellement, en fait, durant l'hivernage pour pouvoir, en fait, avoir un revenu, supporter les charges familiales, etc. Donc, c'est comme une entreprise en miniature, dont le fer de lance aujourd'hui reste des cultures comme l'arachide, mais aussi le niébé. Donc, c'est une culture de rente, donc pour pouvoir avoir de l'argent, mais ces cultures restent toujours quand même très peu rentables par rapport à certaines cultures céréalières, que ce soit l'arachide, dont aujourd'hui l'État a déjà fait un compte d'exploitation qui montre que si vous restez sur des parcelles de 1-3 hectares, en fait, ne sont pas forcément rentables du point de vue strictement économique. Parce qu'il y a le premier outcome aujourd'hui restera les graines, hein, les graines. Parce que c'est quand même ça, donc les capsules, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de légumineuses. Donc, les graines, on les vend, donc soit à un industriel, soit aussi ce qu'on appellera, principalement si on reste sur le cas de l'arachide, donc l'arachide de bouche. Donc, on peut les manger comme ça, ou bien on peut les cuire ou faire encore de l'huile. Donc, il y a plusieurs débouchés. Donc, c'est une exploitation qui n'est pas forcément rentable vu les rendements faibles. Donc, en elle-même, les rendements ne sont pas vraiment élevés. Maintenant, il y a beaucoup de raisons à ça, que ce soit les semences, parce qu'ils ont un coefficient de multiplication faible. Donc, aujourd'hui, pour avoir de très bonnes semences pour tout le monde, c'est très compliqué. Donc, ce qui fait que les exploitations aussi ont un problème de potentiel. Mais au-delà du potentiel des semences, en fait, le prix, par exemple, que ce soit le niébé ou le mil, le niébé, qui est la deuxième, aujourd'hui, légumineuse la plus cultivée au Sénégal et presque dans la sous-région, aujourd'hui, reste quand même très sous-évalué en termes de rendement aussi. On atteint très peu, on atteint rarement en fait des rendements de 800 kilos. Vous voyez, là où, par exemple, des céréales, parce que c'est une combinaison des deux, hein, ceux qui font en fait d'autres cultures céréalières. Donc, les céréales apportent plus, principalement en termes économiques, que les légumineuses. Mais les légumineuses, en termes de coûts de production aussi, sont beaucoup plus faibles. Parce que le chiffre d'affaires ne fait pas en soi la rentabilité. Donc, parce que le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on vend, c'est la quantité vendue par le prix de l'unité, 10 kilos, 1000 francs le kilo, 10 000 francs. Ça, mais les coûts, les charges, pour certaines céréales, sont aussi très élevés. Maintenant, si on reste sur des cultures prioritaires, comme je dis, l'arachide, les charges sont très élevées, que ce soit les charges en termes de main-d'œuvre. Elles demandent beaucoup de main-d'œuvre. Les charges, parce que souvent nous sommes dans l'extensification, c'est-à-dire on tend à augmenter les superficies au lieu d'essayer d'intensifier. C'est-à-dire, aujourd'hui, augmenter les superficies pour gagner plus, c'est une mentalité encore qui reste ancrée au niveau de nos producteurs, au lieu d'essayer d'intensifier. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est très rentable et vu la qualité de nos sols. Donc, je pense aussi que l'importance aussi des légumineuses, c'est d'améliorer aussi la fertilité de nos sols. Mais aujourd'hui, aussi, la science a aussi montré que, penser que par exemple des cultures comme le niébé peuvent enrichir les sols sur une durée, par exemple la durée où elles sont sur place, donc 1 mois, parce que ce sont des cultures aussi à cycle court, les légumineuses souvent, à part des légumineuses comme qui sont pérennes, parce que les légumineuses ne sont pas seulement de petites espèces, on a des arbres légumineux, comme le mucuna, peut-être que vous connaissez, encore le néré, donc Parkia bigelobosa. Donc, de grandes
de grands arbres qui sont aussi considérés comme des légumineuses, qui ont aussi beaucoup d'avantages à fixer l'azote, à enrichir les sols et aussi, bien sûr, que leurs graines, leurs écorces, etc. servent à que ce soit à la médecine ou bien à d'autres bienfaits, donc humains. Mais pour rester toujours, si on reste dans le cadre de l'exploitation familiale, il faut aussi toujours prendre en compte que souvent, elle n'est pas une culture dominante, sauf si, par exemple, c'est le cas de l'arachide. Mais la plupart des légumineuses ne sont pas forcément des cultures dominantes. Et donc, souvent, elles ne sont pas principalement faites pour la vente, mais elles peuvent, en effet, le constituer. Les marges de rentabilité sont quand même faibles et c'est ça que je pourrais dire par rapport à ma partition. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci, docteur Badji, pour ces éléments de réponse. Alors, je lis dans le chat, il y a Monsieur Ismaël qui demande comment le niébé, je reste avec vous, le docteur Badji, comment le niébé peut aider à résoudre la forte utilisation des engrais chimiques surtout, puisque c'est vraiment la problématique de ce webinaire. Comment? Voilà, donc je le disais tout à l'heure, c'est que en fait la réponse de base, hein, c'était qu'elle fixe l'azote pour les cultures qui vont venir. Donc la réponse de base c'est ça, c'est fixer l'azote. Donc elle enrichit le sol en termes d'azote, donc diminuant aujourd'hui les apports qu'il faut faire au sol pour pouvoir en fait satisfaire la plante qui va suivre. Maintenant, beaucoup aussi d'études ont été réalisées que cette fixation-là n'est pas forcément automatique. Oui, pas forcément automatique. D'autres études aussi ont montré que c'est souvent l'association qui sert plus que la culture par superposition. C'est-à-dire l'association, cultiver du niébé et, par exemple, une autre culture en même temps. Le mil, par exemple. Je me rappelle, il y a une recherche qui a porté sur ça, sur la culture mixte de niébé et du mil au Sénégal, par exemple. Oui. Et oui, voilà. Donc, ça existe. Donc, ces associations-là permettent à la plante de pouvoir fixer et en même temps une autre culture de pouvoir bénéficier en fait de ces bienfaits-là au fur et à mesure. Mais quand la culture, par exemple chez nous, ils ne font pas de jachère, mais il y a une pause durant laquelle, par exemple aujourd'hui, on cultive 3 mois sur 12, ce qui fait une fois par an, donc 3 mois sur 12, seulement un cas. Si entre-temps vous ne faites rien et que l'année prochaine vous revenez, donc presque un an plus tard, mais en fait, tout ce qu'elle aura fixé ne servira à absolument rien. Sauf pour les cultures, comme je disais, pour les légumineuses pérennes, comme le néré, etc. Donc, qui sont des arbres viagers, qui restent là longtemps et qui tout autour continuent à fertiliser les environs. Et à fixer le sol, bien sûr, pour lutter contre aussi l'érosion éolienne. Tout à fait. Alors, docteur Abdou, je ne sais pas si je peux compléter, parce que je suis aussi agronome de base. Il faut savoir que l'azote apporté par les légumineuses comme le niébé sont surtout de l'azote intelligente. Ce qui est différent de l'azote apporté par l'azote de synthèse. Et quand je dis intelligente, c'est surtout de l'azote intelligent pour le sol. Parce que le sol, face à l'azote que lui apportent les légumineuses, comme le niébé, comme l'arachide, comme le moukouna, qui est aussi très négligé. Parce que quand on parle de légumineuses, il y a le moukouna qui est aussi une légumineuse qu'on ne mange pas forcément, mais qui est très très bien pour le sol. Pour vous donner par exemple en termes de chiffres, je sais que le moukouna peut apporter, je pense à peu près peut fixer entre 50 ou 100 kg d'azote sur un hectare, un truc comme ça, alors que l'engrais de synthèse, son maximum c'est 120. Donc entre 100 que peut apporter le moukouna et 120, il n'y a pas vraiment une grosse différence selon ce que tu peux produire et selon comment tu veux produire, selon la densité de tes céréales et tout ça. Donc, quand je reviens sur la forme intelligente de l'azote qu'apportent les légumineuses, c'est pour dire que les légumineuses vont d'abord, elles ne sont pas gourmandes, elles vont partager leur sol, elles ne sont pas rares, elles vont partager leur sol. Donc, tu peux les faire en association avec le mil, avec le sorgho, avec même le manioc pour certains au nord du Bénin. Donc, tu vas faire cette association-là de façon décalée. Mettre d'abord ton niébé et pendant que ton niébé commence à déjà donner ses fruits, dès qu'il donne les gousses ou dès qu'il n'a plus vraiment besoin de cet azote-là, c'est bon, sa phase est déjà, il a déjà pris ce qu'il veut. En ce moment-là, tu peux mettre ton céréale
pour bénéficier entièrement. Mais cet azote-là que va t'apporter ton niébé, une fois que le niébé est récolté, la feuille, elle va continuer à nourrir ton sol. L'année prochaine, quand tu vas faire pareil, cette fois-ci, tu vas voir que ça va encore être plus riche que l'année dernière. Ce qui est contraire aux engrais. C'est-à-dire, avec le temps, petit à petit, elle va donner cette intelligence-là à ton sol pour retenir l'information. Alors que de l'autre côté, on te nourrit, on t'apprend en fait. C'est comme pour dire dans terre à terre ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. Le niébé, les légumineuses te donnent au sol, permettent au sol de savoir pêcher. Alors que les engrais chimiques leur donnent du poisson. Je ne sais pas si vous comprenez ça de façon un peu plus rapide. Maintenant, quand on parle d'engrais chimiques, moi je ne vois pas que les engrais, en termes d'apport d'azote et tout ça. Il faut savoir que le niébé, c'est l'une des plantes, l'une des légumineuses les plus attaquées. Les insectes adorent ça, ils aiment ça. Et dans ce cas de figure, le niébé peut apparaître aussi comme plan piège. Voir est-ce que dans les cultures, ce que je veux cultiver, est-ce qu'il y a des insectes, ça c'est à voir avec les entomologues, est-ce qu'il y a des insectes qui aiment autant le niébé que le maïs par exemple, ou est-ce qu'il y a des insectes qui aiment autant le niébé que le mil que je vais produire? Dans ce cas, je vais mettre quelques niébés dans mon champ, je vais juste éjecter quelques niébés. Ces insectes-là vont aller vers le niébé, je vais les laisser aller vers le niébé que je ne veux pas forcément pour vendre. Et pendant ce temps-là, moi, il donne la paix à mon plant de mil, ou il donne la paix à mon maïs, ou il donne la paix à ce que je suis en train de produire à côté. Donc, on rentre aussi dans une association de culture où ce n'est pas qu'une question d'engrais chimiques, mais même en utilisation de pesticides. On va aller dans l'économie de pesticides, on va aller dans ne pas utiliser le moins de pesticides possible parce que mon niébé, ma légumineuse que j'ai choisie, que les insectes adorent, est en train d'attirer ceux qui devraient détruire mon champ. Donc, il y a ces deux côtés-là qu'il faut voir quand on parle de légumineuses. Voilà ce que je voulais apporter en complémentaire à ce qu'a dit C'était un apport très intéressant. En complément. Très intéressant parce que ça nous permet de bien comprendre. C'est vraiment la perspective de ce webinaire. J'ai envie de dire en des termes très simples pour que les journalistes qui nous suivent de peu partout puissent comprendre ces enjeux-là et pour pouvoir mieux l'expliquer une fois pour la rédaction de leurs articles, etc. Alors, il y a une question qui s'adresse directement au docteur Agbojo. Au-delà des bénéfices agronomiques, la question vient de Mélène. Au-delà donc des bénéfices agronomiques, que représentent réellement aujourd'hui les légumineuses dans le milieu social et plus récemment dans les rapports sociaux des communautés agricoles? Les légumineuses représentent socialement ce qu'on va dire la viande des pauvres. La viande des pauvres, c'est, si vous allez au Sénégal, j'ai été épatée, s'il y a des Sénégalais, corrigez-moi, je sais qu'on fait le riz au Sénégal, le tiboudienne, parce que moi je suis anthropologue de l'alimentation, donc j'étudie aussi les comportements alimentaires à travers les cultures, c'est ma passion même. Et il y a le niébé, généralement le tiboudienne est accompagné d'un apport en viande, d'un apport en protéines. Donc, on va avoir le tchèp avec le poisson, on va avoir le tchèp avec la viande et on va avoir le tchèp avec le niébé. Pourquoi le niébé? Pourquoi pas le soja? Pourquoi pas l'arachide? Pourquoi le niébé? Pourquoi cette légumineuse-là? Parce qu'au final, c'est une sorte d'apport en protéines. C'est comme s'il y a une même manière de voir le niébé dans mon plat de tchèp que de voir le poisson ou la viande finalement dans mon plat de tchèp. Donc, on va avoir ce côté-là d'un aliment qui finalement donne le sourire, d'un aliment qui finalement vient en mode de réconfort dans ce que je cuisine. Et donc, je rentre toujours dans le côté social. Le niébé, dans certaines cultures, est utilisé, les légumineuses comme le niébé et l'arachide sont utilisées dans certaines cultures
même au-delà culturellement au Bénin, je suis béninoise, pour célébrer les jumeaux, bien, à travers certaines personnes, on appelle le olélé, qui est fait de passion spéciale et certaines variétés surtout qui sont en voie de disparition. Parce que quand on dit le niébé, les gens gardent en tête niébé rouge, niébé blanc. Mais sachez qu'il y a tellement de variétés. Moi, j'avais identifié 16 variétés de niébé. 16 variétés de niébé. Donc, selon les variétés, culturellement, il va avoir quelque chose, culturellement, il va être une implication. Quand on prend toujours le niébé, c'est aujourd'hui la revalorisation ou la promotion des légumineuses négligées. C'est une revalorisation du travail de la femme rurale. La femme rurale qui a su maîtriser la production de ces légumineuses-là, pas souci d'alimentation de son ménage, de son foyer, de sa famille. Donc, on a une rencontre des savoirs, du savoir-faire des femmes autour de cette légumineuse-là qui vient à la rencontre, excusez-moi, de la recherche d'économie des hommes en milieu rural. Donc, on a ce brassage-là qui vient se rencontrer, ce qui est super intéressant du point de vue social. Et il y a ce côté de niébé, de légumineuses comme source de revenus pour les femmes. Généralement, c'est des cultures c'est leur culture phare, c'est leur culture c'est ce qu'elles produisent le plus. Et c'est à travers ça qu'elles arrivent à vendre le surplus sur le marché, se faire de l'argent, Donc, moi, je dirais que la question, c'était que représentent réellement aujourd'hui les légumineuses dans le milieu social et plus précisément dans les rapports sociaux des communautés agricoles. Et c'est ce que moi, je peux dire comme rapports sociaux, c'est vraiment la reconnaissance des savoirs des femmes en ce qui concerne la non-utilisation des produits chimiques, la connaissance de ces légumineuses, et surtout l'apport. Le mari laisse souvent ses champs en jachère avec sa bulle et ça fait un complément entre la production économique, l'objectif économique de l'homme et l'objectif social de la femme en termes d'alimentation et de sécurité alimentaire de son ménage. Alors, donc, si je peux juste supplanter en fait, parce que c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire. À la fois, je suis ingénieur agronome de base, spécialiste aussi, mais aussi qu'on appelle socio-économiste. Donc, on a fait aussi la même étude en fait sur des cultures négligées dans la zone sud. En fait, on s'est rendu compte que ce sont ces légumineuses-là, bon, on va appeler légumineuses négligées. Négligées parce qu'elles sont très moins cultivées, négligeuses parce qu'elles sont pas connues et que leurs vertus non plus ne sont pas dévoilées. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart des rites, en fait, qui sont réalisés dans des zones reculées, aujourd'hui assez reculées, en fait, de la modernité, comme à Kédougou. Aujourd'hui, on a fait une étude là-bas qui a montré qu'en fait, la base de ces rites-là, c'est par exemple le voanzou. C'est une culture, c'est une légumineuse comme le niébé. Donc aussi le niébé, mais c'est différent des variétés. Ils ont différentes couleurs. C'est pas parce que deux variétés peuvent avoir la même couleur, etc. Donc c'est pas par les couleurs qu'on différencie en fait principalement les légumineuses. Mais aujourd'hui là-bas, en fait, c'est la base de tous les rites. Si vous n'avez pas tel type de voanzou, par exemple, vous ne pouvez pas faire tel type de rite. En fait, il faut carrément cultiver ça. S'ils avaient 100 hectares, ils allaient quand même garder quelque part, en fait, une petite superficie pour pouvoir, en fait, cultiver ça. Parce que sinon, si tu n'as pas même si tu as de l'or, en fait, souvent, ils ne te l'échangent pas contre ça parce que c'est aussi leur or pour pouvoir, en fait, préparer leur enfant par exemple, à l'entrée de l'âge adulte, etc. On a vu que autour de ces légumineuses aussi, il y a beaucoup de choses, en fait, culturelles qui avoisinent. Et en termes c'est aussi une culture comme complément alimentaire. Donc, par exemple, il y a deux phases pour le niébé. Il y a la première phase où elle est fraîche, parce qu'on la cultive aussi les femmes la cultivent principalement dans certaines zones où il y a, parce qu'il faut comprendre que la femme, elle a un faible accès à la terre. Ça, c'est partout partagé. Maintenant, souvent, si elle n'a pas d'espace, on lui permet quand même de faire le niébé dedans, que ça soit en association souvent, ou bien même entre les champs des fois. Donc, un espace assez étroit, ça lui permet de pouvoir, bien sûr, participer et avoir un revenu, comme le disait ma collègue, mais aussi de pouvoir aussi avoir accès à une certaine apport, en fait, dans l'alimentation. Donc, principalement frais, parce que ça permet aussi
de garder les gens au champ. Par exemple, on les prend quand ils sont frais, on les bouille au champ, et ça nous permet de manger en attendant que les autres cultures, en fait, parce que finissent leur cycle, parce que c'est une culture à cycle court. C'est ça que je voulais juste ajouter à cette question. Ouais, Merci. merci, docteur Badji, pour votre complément. Alors, il y a une question de Jérémy. Quand et comment doit se faire l'association avec les légumineuses? Un exemple de calendrier et de schéma culturel si possible. Quand et comment doit se faire? Ça dépend des régions. Déjà, quand on prend selon la région où tu es, les calendriers sont complètement différents. On ne peut pas te donner un calendrier parce que moi, quand tu dis calendrier, je suppose que quel mois il faut faire, préparer ton champ, quel mois il faut faire le semis, quel mois il faut faire les sarclages et tout ça. Ça dépend vraiment des zones, et surtout avec le climat changeant. Même ce qui existait dans les zones il y a cela 5 ans n'est plus d'actualité. Par contre, ce que je peux dire, c'est il faut, comme je l'avais dit au début, c'est toujours le niébé qui vient en premier. Sur ton champ, si tu veux faire l'association de culture du niébé avec ton céréal, c'est toujours le niébé en premier. Et on attend que le niébé ait au moins ses premières pousses avant de mettre ses céréales en terre. Mais dans ce cas aussi, il faut aussi respecter des écarts. Mais moi, j'ai remarqué, il y en a qui le font en association vraiment en escalier. Et il y en a qui le font de façon sur la même ligne. C'est-à-dire un plan de niébé, un plan de céréales, un plan de niébé, un plan de céréales. Mais il y en a qui le font plutôt en escalier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le niébé est juste en descente et la plante, non, le niébé est juste à la montée et le céréal est à la descente. Ils le font en escalier, c'est-à-dire une rangée de niébé, une rangée de... Il y en a qui le font comme ça. Donc, selon ce que tu vas essayer de faire, il faut savoir que le niébé est ça dépend de ta variété aussi. Il y a des variétés qui sont rampantes et il y a des variétés qui sont plutôt qui grimpent. Donc, selon ta variété de niébé aussi, tu vas voir si elle grimpe, tu peux te permettre de rester dans l'écart entre le niébé et ta légumineuse que tu as l'habitude de faire. L'écart que tu fais pour ton maïs en général. Mais si ton niébé il est plutôt rampant, il faut savoir qu'il faut, je pense généralement, il faut 0,30 ou 0,5 de plus que d'habitude quand tu fais en culture pure. Mais par rapport au niébé, il faut savoir que le calendrier, moi je dis, il faut le faire dès la première pluie. Le niébé, tu peux le mettre en terre dès ta première pluie. Et voilà, mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je ne pourrais répondre à cette question-là, moi, que si je sais la zone où tu es, le pays où tu es, et que j'ai déjà été là et qu'on a déjà même là, parfois ça... Parfait. Avec Alors, le changement climatique, nous allons avancer. Il y a une question, je voudrais l'adresser au docteur Badji. Comment, la question vient de Ruth depuis la RDC, comment les légumineuses peuvent-elles contribuer à réduire la dépendance aux engrais chimiques dans des contextes où les sols sont pollués par des métaux lourds, alors même que leur production dépend en partie des engrais de ces environnements dégradés? J'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Voilà. Comment les légumineuses peuvent-elles contribuer à réduire la dépendance aux engrais chimiques dans des contextes où les sols sont pollués par les métaux lourds, alors même que leur production dépend en partie des engrais dans ces environnements dégradés? Ok. Donc, si on parle de métaux lourds, déjà, il faut comprendre que souvent le rôle, ou bien ce qui apporte souvent les métaux lourds, c'est principalement les engrais. Les engrais apportent aussi des métaux lourds, ou bien d'autres types de pollution aussi. Mais la légumineuse, l'avantage, c'est qu'elle, en fait, absorbe avec un faible transfert. C'est-à-dire qu'elle absorbe ces métaux-là parce que ça fait partie de sa physiologie de pouvoir les utiliser. Mais il ne les stocke pas, par exemple, dans les graines. C'est ça l'avantage du niébé. D'autres graines, d'autres cultures, par exemple, la spéciale, celle qui est spécialisée dans ça, bon, elle n'est pas africaine, mais c'est le soja, par exemple.
Le soja, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées par rapport aux métaux lourds qui permet en fait de réduire la pollution à ces métaux lourds-là dans certains champs. Donc, quand il y a ça, c'est une parcelle souvent chargée. Les gens mettent, par exemple, du soja qui se développe bien sur circuit et avec un faible transfert. Le transfert, c'est-à-dire que s'il absorbe les métaux, etc., la pollution, mais la plante ne transfère pas ça vers les graines. Parce que les graines sont considérées comme l'avenir. C'est-à-dire, la plante peut être polluée, mais il y a un très faible transfert vers les graines, parce que les graines sont censées après développer la plante. Donc, la plante protège ces graines-là de cette pollution-là. C'est ça la solution. Donc, désolé. Ça que je disais. Donc, la solution, c'était ça, en fait, de pouvoir utiliser ces cultures-là pour diminuer la pollution sur ces parcelles-là, sans pour autant, aujourd'hui, avoir faire atteinte à la santé humaine. Donc, les légumineuses peuvent être une solution de transition. Mais dans ces cadres-là, par exemple, des études ont été réalisées aussi pour ceux qui veulent passer d'une agriculture intensive à une agriculture dite agroécologique, etc. Pour pouvoir avoir ces labels-là, on leur demande, par exemple, une période de transition sur 5 à 10 ans, où ils cultivent des cultures telles que le luzerne, etc., ou bien la luzerne, ou encore le soja, qui permet de diminuer, en fait, cette teneur-là en métaux lourds sur les parcelles, le temps qu'il y ait, en fait, des parcelles beaucoup plus saines avant maintenant de passer à un label agroécologique ou bio. Donc, c'est ça qu'il fallait comprendre pour ces aspects-là. Alors, je reste toujours avec vous, docteur. Il y a Hadi Diop qui demande à savoir quelles sont les légumineuses négligées au Sénégal. Ensuite, elle demande que font les chercheurs ensemble en Afrique de l'Ouest pour la collaboration sur ces questions-là. Bon, il y a très peu, c'est pour ça qu'on les appelle négligés. Hein, il y a très peu de funding, très peu de financement, en fait, pour ces cultures-là. Très peu de financement pour la recherche, en général déjà, mais surtout pour ces cultures-là. Si vous écrivez un projet sur les légumineuses négligées, presque oubliées, donc il y a très peu de financement qui vous est dédié parce que ce ne sont pas souvent des axes prioritaires. Donc, il y a très peu de collaboration sur ça, mais quand même, on y travaille aujourd'hui avec l'ISRA. On avait eu un projet qui est presque à sa fin maintenant, qui nous permet, on appelait ça NEMO. Le projet s'appelait NEMO. Peut-être que vous pouvez faire des recherches sur ça. Donc, neglected no more, c'est-à-dire ne les négligeons plus. Donc, c'était ça un peu l'acronyme du projet pour permettre d'adresser en fait ces questions-là. Donc, il y a très peu de collaborations qui sont faites pour travailler sur les légumineuses. Mais je sais que, par exemple, au Burkina, on a Ouedraogo, en fait, une femme aussi qui travaille, une chercheure qui travaille en fait sur les légumineuses avec qui on a eu à quand même adresser ces questions-là ensemble lors d'un panel. Donc, mais sinon, il y a très peu de collaboration. Maintenant, par rapport à l'autre question sur les légumineuses qu'on va appeler négligées, comme je disais aussi, il faut déjà savoir comment définir le terme négligé. Négligé, c'est pas méconnu, c'est pas connu, hein, c'est pas non inconnu, c'est plutôt mal connu. Donc mal connu dans un sens où les superficies qui sont dédiées à ces cultures sont très faibles. Donc aujourd'hui, une culture peut être négligée dans une zone, mais connue dans une autre juste avoisinante. C'est-à-dire, je prends l'exemple du niébé. Quand on faisait cette étude-là, on avait un problème à la placer quand on va au sud. Parce qu'au sud, chez nous, il pleut beaucoup. Le niébé, c'est une culture à cycle court. Elle est très peu représentée. Donc, si aujourd'hui on considère les légumineuses dites négligées comme ayant une très petite importance économique, sociale, mais aussi importance surtout en termes d'âme la vue, bah, on mettait le niébé. Donc, dans la zone, par exemple, de Kédougou, etc. Parce qu'elle n'était pas du tout cultivée. Donc, cette définition-là, une fois revue, maintenant, on peut mettre certains noms. On a l'exemple du Voanzou. Donc, hein, le Voanzou, on parle aussi de pois bambara, pour ceux qui ne le connaissent pas, est cultivé dans la zone sud, mais aussi un peu à Louga. Donc, cette légumineuse-là était considérée comme une légumineuse négligée. Aussi, on a ajouté tout ce qui est les légumineuses pérennes. Hein. On en a parlé, je parlais du moukouna tout à l'heure, donc le moukouna aussi en faisait partie.
et le néré, donc ceux qui connaissent un peu, disons, Parkia bigelobosa. Donc, le néré aussi était considéré comme une légumineuse, en fait, négligée au Sénégal. C'était principalement ces cultures-là qui avaient fait l'objet d'études. Très bien. Alors, il y a une question de Chansoudine Baguiri du Bénin. Pouvons-nous avoir le nom de certains parasites que peuvent piéger les légumineuses en association avec une culture de céréales? La deuxième question, les dérivés des légumineuses apportent les mêmes avantages nutritionnels que les légumineuses elles-mêmes préparées directement pour la consommation? Bon, je répondrai plus à la deuxième qui correspond mieux à mes compétences, en fait. Il y a, par exemple, on a fait le même travail sur le niébé. C'est pour ça que je disais que aujourd'hui, le niébé, par exemple, de type rouge, on peut avoir 4 variétés hein, qui sont toutes de type rouge. Mais il y a une différence entre les couleurs. Maintenant, cette différenciation de couleurs aussi induit une différenciation même des mets qui vont être faits à travers ces couleurs-là. Donc, on a l'exemple du niébé rouge, du niébé blanc, etc. Donc, mais les bienfaits, en fait, ne sont pas les mêmes quand on les mange crus. Par exemple, l'arachide cru n'apporte pas les bienfaits que l'arachide cuit. Ça, c'est très clair. Non pas les mêmes bienfaits, non pas les mêmes teneurs, que ça soit en protéines, lipides, etc. Donc, on les fait surtout pour pouvoir mieux les consommer. Certaines légumineuses sont amères quand elles sont consommées directement, mais d'autres sont douces. C'est l'exemple de l'arachide. Elle peut être consommée directement. On parle d'arachide de bouche. Il y a d'autres variétés maintenant sur lesquelles l'ISRA a travaillé, qui sont ce qu'on appelle des arachides d'huilerie. C'est-à-dire, on peut les consommer comme ça, mais elles ne sont pas forcément très douces à la bouche parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés organoleptiques. Donc, aujourd'hui, elles sont faites pour produire de l'huile. Donc, principalement, elles ont une forte teneur en huile. Donc, ils sont faits pour aujourd'hui être vendus à la Sonacos pour les huileries. Donc, il faut aussi penser variété déjà, parce que les variétés ont des prédispositions. Donc, c'est pas souvent, moi je vois, les nutritionnistes le disent toujours en fait, que les cultures n'ont pas les mêmes apports en fonction de comment on les cultive déjà, la manière dont on les cultive, par exemple. Je m'excuse, j'ai été déconnecté pour réseau d'Internet. Bienvenue. Donc, vous pourrez sûrement répondre à l'autre question. Moi, je disais que, en fait, les bienfaits ne sont pas les mêmes en termes de quand on les mange crus, quand on les cuisine, notamment à feu doux, ou bien on les cuisine à frit. Parce que quand on frit certaines légumineuses, par exemple, ou bien toute culture que vous prenez, elle perd la plupart de ses vitamines et apports minéraux. Mmh, mmh. Alors, docteur Bojo, vous faites bien de revenir. Il y a une question qui va s'adresser à vous, puisque vous parliez tout à l'heure de l'association des cultures. Il y a monsieur Baguiri qui voudrait savoir, est-ce que il demande à avoir des noms de certains parasites qui peuvent piéger les légumineuses en association avec une culture de céréales. Ok, on a des légumineuses, des plantes qui peuvent piéger les légumineuses en association avec. Il y a le bissap qui est connu, qui est facile, qui est connu par tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est des plantes, tout ce qui est plantes insectifuges comme la citronnelle, tout ce qui est plantes les basiliques et en fait tout ce qui est plantes aromatiques. Mais il y a le numéro 1, c'est le bissap et le gombo. Très bien, c'est ce que j'oubliais. Le bissap et le gombo, il faut juste mettre quelques pieds. Il y en a qui le mettent en haie, c'est-à-dire qu'ils vont créer une haie autour du périmètre. Mais là, ça demande d'avoir beaucoup quand même de plants de gombo ou d'oseille, donc le bissap. Sinon, il y en a qui le mettent vraiment, qui le jettent par-ci, par-là dans le champ. Donc, les deux plantes pièges phares autour des légumineuses, ça va être le bissap et le gombo.
Ok, maintenant, notre participant reprécise sa question. Il dit que les parasites, il demande à savoir les parasites qui peuvent être piégés par les Oui, légumineuses. les larves, tout ce qui est tout ce qui est larve vont être piégés par les légumineuses. C'est-à-dire la larve de Maruca qu'ils ont essayé de donner des solutions en créant le niébé BT. Et il y a tout ce qui est les larves de papillons, de nuit, de jour, tout ce qui est aussi autour des pucerons. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu as l'impression que c'est du sable qui couvre ta plante, mais c'est de petits insectes tout noirs qui se collent l'un à l'autre. Les pucerons, là, ils sont sous forme de puces et tout. Il y a ça aussi qui est ils raffolent les légumineuses et ils peuvent préférer ta légumineuse à ton céréale dans ces cas. Parfait, parfait. Alors, il y a une question, je reste toujours avec vous, docteur Aboudjo. Il y a une participante depuis le Cameroun, Eliane. Elle demande à savoir quels sont les liens, pour ne pas dire, quelles sont les études publiées récemment qui montrent comment les légumineuses peuvent aider à remplacer les engrais chimiques. Est-ce que vous avez une idée des études récentes qui portent sur la problématique? Je vais être honnête, les études récentes, non, je ne pense pas. Mais moi, j'avais fait, notre étude, Les c'était en études qui existent. 2018. En 2018, par exemple, il y avait des travaux de la professeure Jeanne Zundieko, qui est généticienne au Bénin, qui avait travaillé sur le cas du niébé. Il y a aussi, si vous pouvez regarder en ligne, les laboratoires hors mur, comme ça s'entend, les laboratoires hors mur, ou LHM niébé. Et vous allez voir pas mal d'informations autour de tout ce qui a été fait comme autour de la production du niébé comme fertilisant et tout. Et il y a aussi des travaux qui ont été faits au Niger. Après, vous êtes au Cameroun, donc c'est l'Afrique centrale. Je ne sais pas de ce côté-là comment c'est, mais moi, la plupart, comme je le dis, la plupart de mes travaux sont, en tout cas de ce que j'ai comme bibliographie, comme article et tout ça, je cherche beaucoup sur la zone sur laquelle je me spécialise, donc l'Afrique de l'Ouest. Et peut-être que ça peut servir, hein, on ne sait jamais, peut-être que ça peut servir pour l'Afrique centrale, mais essayez de voir en ligne toutes les recherches qui ont été faites autour du concept des laboratoires hors mur. Ok, super. Je ne sais pas si le docteur Badji a quelque chose à ajouter par rapport aux études Et qui ont surtout été au Sénégal, vu que les Sénégalais, ils sont tout très, à fait. très, le niébé, il faut regarder aussi du côté du Sénégal, le niébé, il est très, très, et du Nigeria aussi. Par rapport à quoi, moi, j'ai perdu la ligne, en fait. Par rapport Oui, à des études qui existent qui en lien existe avec, sur sur euh, les, allez-y, monsieur Christ. Alors, donc c'était par rapport aux études qui existent et qui montrent comment ou en quoi les légumineuses peuvent aider à réduire la dépendance aux engrais chimiques. Ah, aux engrais, oui, ben, je pense que j'ai aussi commencé mon discours avec ça, en fait. La réduction des engrais, la dépendance, en fait, aux engrais, ça dépend aussi des exploitations, ça dépend des objectifs de production. Mais aujourd'hui, si on reste dans le basique, en Afrique, c'est près de 90% d'exploitation familiale. Donc, la réduction aux engrais, ça dépend de quels sont les objectifs de production, hein. Si vous avez des objectifs de production élevé en termes d'emblavure, mais en termes de production, si vous voulez faire 100 tonnes, etc. Moi, je ne pense pas que c'est le niébé qui va vous sauver, hein. Donc, je suis bien sûr avec l'agroécologie et tout, mais en fonction des objectifs de production, il faut être quand même réaliste. En agrobusiness, ce ne sera pas essayer de faire du niébé pour pouvoir diminuer. Je pense que c'est plus une approche raisonnée et combinant en fait un ensemble de pratiques qu'il faudrait. Mais aujourd'hui, par exemple, utiliser une irrigation goutte à goutte avec une diminution des doses, etc., qui pourrait plus aider à la diminution des doses d'engrais à l'hectare, qui plus pour une approche assez localisée, ou bien aujourd'hui d'autres types de méthodes, que ce soit en riziculture, parce que par exemple la riziculture fait plus. Mais le niébé, aujourd'hui, son rôle principal, c'est pouvoir peut-être aider à la plante à pouvoir accéder à
à de l'azote, disons, assimilable. Donc, qui est assimilable directement. Mais ça ne remplace pas pour autant, en fait, les apports que pourrait faire l'engrais. Donc, je ne reviens pas sur les effets néfastes. Je pense que Oui, docteur Badi, est-ce que vous avez connaissance des études récentes qui ont été faites qui montrent justement que peut-être l'association des cultures, voilà. Non, récemment, non. Il y a pas, je n'ai pas connaissance, mais je sais qu'il y a des études en cours. Mais c'est des longues recherches. On le fait aujourd'hui au CERAS, donc l'adaptation des cultures à la sécheresse, etc. Ils sont en train de travailler sur comment est-ce que les légumineuses peuvent permettre, en fait, de rendre un azote disponible pour les plantes. Mais c'est des cultures, c'est des études sur 5 ans, en fait. Donc, les résultats ne sont pas encore disponibles. Oui. Très bien. Alors, en tout cas, si je m'en tiens aux propos du docteur Agbojo, des études existent, moi-même j'en ai lu, qui montrent quand même que l'utilisation donc des légumineuses négligées, la culture des légumineuses négligées, voilà, enrichit le sol. Vous l'avez démontré tout au long de ce webinaire. Alors, ce que je veux savoir, puisqu'il y a des bienfaits à cultiver les légumineuses, comment les mouvements paysans contribuent à la promotion des légumineuses en Afrique de l'Ouest. Docteur Agbojo, d'abord, s'il vous plaît. Les mouvements paysans, comment ils contribuent à promouvoir la culture des légumineuses aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? C'est une question de Jérémy Gada. Les mouvements paysans, c'est surtout, les mouvements paysans en général sont dans un concept de système paysan, de la préservation du système de production paysan. Et qui dit système de production paysan dit système majoritairement familial, système qui promeut et encourage l'association l'association de culture. Donc, qui dit association de culture dit forcément légumineuses en association avec céréales, légumineuses. Donc, eux, ils vont vraiment lutter pour éviter la monoculture et encourager, au fait, tout ce qui est l'association de culture. Et dans cette association de culture, il va y avoir des cultures comme le niébé, le moukouna, l'arachide, qui vont avoir un accompagnement vraiment particulier, un accompagnement spécifique en ce qui concerne la compréhension des insectes ravageurs, la compréhension des plantes pièges, la compréhension de comment on produit soi-même ces pesticides, donc ces biopesticides, comment on arrive à aider la plante en plus de légumineuses, comment est-ce qu'on fait en sorte que au final, on rentre dans une zone de production harmonieuse et surtout à l'image du champ du paysan d'antan, du chef de ménage, pas de l'exploitant agricole, pas de l'agro-business. On parle ici en termes de vraiment le paysan lambda qui va dans son champ produire le niébé, ensuite mettre les légumineuses en général, ensuite mettre ses céréales ou ses tubercules, des trucs comme ça et tout. Donc, on est vraiment, au sein de ces mouvements paysans-là, ils sont vraiment dans de la reconnaissance, au fait, par les États, de reconnaître à ces paysans-là, au fait, ce pouvoir, ce qui est naturel, quoi, mais ce qui existe, qui est la complémentarité des cultures entre les légumineuses et les céréales, et surtout de pouvoir accompagner. Ça, c'est très important que les États, et c'est en ça qu'ils sont un mouvement, on peut dire, c'est de faire en sorte que les États puissent autant accompagner la production des légumineuses de ces cultures-là qui sont en fait au socle de l'alimentation des ménages, qu'ils accompagnent la culture de rhum comme le coton, le café, le cacao et tout ça. Voilà un peu le rôle de ces mouvements-là et la place des cultures négligées comme le niébé, le ventoux et tout ça au sein des requêtes de ces mouvements-là. J'ai une question à l'endroit du docteur Badji. La question nous vient de la Mauritanie. Voilà, Alassane Koulibaly, ingénieur de travaux agricoles au centre de recherche en Mauritanie. Comment les légumineuses peuvent nous aider ou réduire l'utilisation des engrais chimiques, surtout en culture irriguée, par exemple le riz? Pouvez-vous répéter?
Désolé, j'ai Comment, écrit deux. Mhm. comment les légumineuses peuvent nous aider à réduire l'utilisation des engrais chimiques, Mhm. surtout en culture irriguée, par exemple le riz. Non, bon, le riz, quand même, c'est une culture assez différente, en fait, qui Ah n'est oui, presque jamais cultivée. Oui, oui, je disais que le riz est une culture assez exceptionnelle. Elle n'est presque jamais cultivée en association, vu son écologie. Parce qu'il y a différents types d'écologie pour ce qui est le riz. Il y a par exemple le plateau, mais il est cultivé seul. Il y a aussi les bas-fonds, il y a la mangrove et les nappes. Ce sont les différents types d'écologie. Mais dans ces différents types d'écologie, on ne les cultive presque jamais en association. Donc, c'est pas le niébé concrètement qui va aider pour des cultures comme le riz. Pour le riz, c'est des méthodes culturelles différentes, plus agroécologiques, répondant à de meilleures approches pour la préservation de l'environnement, mais pas des légumineuses. Les légumineuses n'ont pas vraiment d'effet sur ce qui est de l'aide à la diminution des quantités astronomiques qui sont utilisées pour le riz. C'est l'écologie en fait qui fait. Parce que souvent, le riz, il est cultivé en inondé. Donc, même si c'est en irrigué, par exemple, on met principalement l'eau, on inonde les parcelles. Après, même si on draine, mais on inonde quand même les parcelles. Et les lumineuses ne pourront pas, en fait, gérer ces chocs-là. Donc, on ne les cultive pas en association, surtout en irrigué. Merci. Allez-y. Et pour Allez-y. compléter, il faut savoir que je suis d'accord, complètement d'accord avec le docteur Badji. Les légumineuses, en fait, il faut savoir que le niébé ne tolère, il y a des sols que le niébé ne tolère pas. Par exemple, le niébé ne va pas tolérer l'eau stagnante dans les rizières, là, par exemple. Le niébé ne va pas supporter les sols qui sont saturés, la submersion, même si c'est à court terme. Hein. Tu mets ton niébé, il y a de l'eau, il y a une inondation, ta culture est fichue. Par contre, moi, je ne sais pas, peut-être quand c'est à essayer, hein, la seule possibilité que moi, je vois dans l'association des deux cultures, ce serait si c'est un bas-fond qui s'assèche à un moment donné. Quand c'est complètement asséché, il n'y a rien. Et tu peux mettre ton niébé et le récolter. Et quand il y aura l'eau, mettre ton riz et évaluer, je ne sais pas si ça existe, évaluer en fait la différence ou la différence d'engrais qui va être apportée quand tu possèdes comme ça par rapport à quand tu ne possèdes pas du tout. Donc moi, c'est là, en tant que ma curiosité de chercheuse, c'est ce que j'aurais proposé de faire comme test. Mais je ne sais pas s'il y a des études qui existent, mais les deux ensemble sur la même parcelle, au même moment, au même lieu, non, souvent aussi, ils n'ont pas les mêmes besoins édapho-climatiques. C'est-à-dire, ils n'ont pas les mêmes besoins en sol, en eau, en climat. Même après, souvent, là où ça s'assèche, c'est principalement de l'argile et du calcaire. Donc, souvent, les ne poussent pas dessus. Alors, aujourd'hui, on parle de défis de sécurité alimentaire. Les légumineuses aujourd'hui, que représentent les légumineuses aujourd'hui en matière de sécurité alimentaire au plan local et au plan national? Je commence par vous, M. Badji. Donc, principalement, c'est un grand boom. Je pense que aussi, Madame disait, parce que maintenant, on ne s'arrête plus à autosuffisance alimentaire, etc. On parle de sécurité alimentaire, mais aussi sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est très important d'ajouter le nutritionnel. Donc, parce que le niébé, en termes de sécurité alimentaire, peut avoir, en fait, un impact important du point de vue de sa disponibilité. De sa disponibilité, quelle que soit la saison. Souvent, avec son cycle court, même quand il y a la sécheresse dans les pays, ce qui nous arrive de temps à autre, la dernière petite sécheresse a montré, en fait, de grandes failles dans nos systèmes d'exploitation. C'était en 2008. On a vu, c'est pour ça que aussi beaucoup de politiques, notamment visant à faire de l'intégration sous-régionale une réalité, ont vu le jour, hein, que ça soit en termes de semences, en termes d'autres choses, beaucoup de synergies à partir de 2008. Donc, ces sécheresses-là ont montré la fragilité, en fait, des systèmes d'exploitation de type africain, mais surtout la fragilité de faire une monoculture. Donc, aujourd'hui, ajouter des légumineuses, en fait, reste la base pour tout le monde, parce que quel que soit, il faut comprendre que c'est un risque en fait de cultiver, de faire qu'une seule culture dans un environnement non maîtrisé, et nos environnements ne sont pas maîtrisés. Donc, ça permet de se rabattre sur quelque chose. Et je disais tout à l'heure que
Le niébé, par exemple, peut aujourd'hui être récolté 2-3 fois. Souvent, la plupart d'autres cultures, on ne les récolte pas qu'une seule fois. Le niébé peut être récolté une fois et 2 fois sur la même parcelle souvent. Donc, on récolte ceux qui sont mûrs, on attend que les autres mûrissent. Parce que souvent, le cycle, ils n'ont pas le même cycle, il n'y a pas d'homogénéité à la levée. Donc, souvent, ça permet de gérer les temps de soudure. Donc, l'apport, surtout dans les ménages ruraux, il est très important. Donc, ça permet, parce qu'aujourd'hui, les périodes de soudure, les périodes où les gens ont plus de difficultés à lier les deux bouts, c'est paradoxalement les périodes d'hivernage. Parce que pendant les périodes d'hivernage, on a vu qu'il y a une augmentation de la consommation des ménages ruraux. Ça, il y a beaucoup d'études qui les ont établis. Pourquoi? Parce que les gens vont au champ. Donc, ils mangent plus parce qu'ils font beaucoup plus d'efforts. La deuxième chose, c'est aussi parce que les gens retournent au village pendant l'hivernage. Donc, tout le monde dans le ménage, souvent, la taille des ménages augmente pendant l'hivernage. Parce que pendant la saison sèche, ils vont en ville, mais pendant l'hivernage, ils reviennent. Donc, pour gérer ça, c'est principalement les légumineuses, en fait, qui permettent de soutenir ce besoin-là et de combler les gaps pendant cette période-là. Ça, c'est au niveau ménage, etc. Mais nutritionnel, parce que, comme elle le disait, on parle du niébé comme la viande des pauvres, parce qu'elle a le même taux de protéines, sinon plus, que même que la viande. Donc, elle peut remplacer temporairement, en termes d'apport nutritionnel, au-delà de la viande, du poisson, des protéines, etc. Donc, elle gère en fait ce besoin-là pour pouvoir répondre. Donc, je disais, sécurité alimentaire, pour pouvoir manger à sa faim, mais aussi sécurité nutritionnelle, parce qu'elle comble ces besoins-là. Aujourd'hui, si vous aviez 100 tonnes de riz, vous avez peut-être une sécurité alimentaire, vous pouvez manger. Mais nutritionnellement, ça ne répond pas. Ça ne répond pas à votre besoin physiologique pour que vous puissiez être actif, gérer toutes vos activités pendant tout le temps. Parce que vous ne pouvez pas manger que du riz. Donc, elle permet à la diversification de l'alimentation. Elle permet aussi à combler les gaps et à remplacer certaines sources de protéines. Donc, elles sont très importantes pour pouvoir aujourd'hui remplir ce rôle-là. Donc, que ça soit dans les ménages, mais aussi dans les grandes villes. Les grandes villes, souvent, les gens consomment des légumineuses, comme par exemple l'arachide, entre les repas, ou bien pour le goûter, etc. Donc, c'est très important que ça soit économiquement, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Mais surtout, prendre en l'aspect, la fragilité des exploitations et voir son importance, en fait, dans ce système de production-là. Il nous reste environ 10 minutes pour finir ce webinaire. Aboujo, nous allons évoluer, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, sans risque de nous tromper, qu'il n'y a pas de limite à l'utilisation des légumineuses? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de limite à l'utilisation des légumineuses pour réduire la dépendance aux engrais chimiques? Je ne sais pas si je me suis fait clair. Oui, vous êtes fait clair. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite. En fait, les légumineuses sont encore à découvrir et à redécouvrir. Et ils ont tellement été négligés, ils ont tellement été mis de côté. Je dirais pas négligés, puisque dans les milieux ruraux, les paysans, ils connaissent sa valeur. Je dirais que ça a été sous-coté. Ça a tellement été sous-coté que il y a plein de recherches qui auraient pu être faites sur ces cultures-là qui n'ont pas été faites. Et qu'aujourd'hui, ça ouvre un champ. Je pense qu'avec les légumineuses, on peut parler de sécurité alimentaire, c'est peu. On va parler de souveraineté plutôt alimentaire. Parce que les légumineuses, c'est comme il a dit, c'est l'aliment de soudure par excellence. Les légumineuses, les haricots verts. Il y en a qui le niébé, quand c'est pas encore comme il faut, les gens ils vont chercher les gousses pour le consommer comme haricot vert. Quand il n'y a pas de sauce pour le riz, ils vont aller chercher les feuilles du niébé pour faire la sauce, pour faire. Donc, le niébé, c'est pas que la graine. Il faut pas seulement voir la graine. C'est-à-dire, tu as une plante ou tu as une légumineuse qui non seulement fertilise intelligemment ton sol, la gousse va te nourrir, les feuilles vont te nourrir, la graine va te nourrir. Et surtout, c'est cette graine-là qu'on n'a pas forcément besoin, la plupart du temps, d'attendre chaque année, aller
au Cader pour chercher la graine et tout ça. J'ai aussi cette dépendance-là, parce qu'il y en a même qui vont au marché pour acheter parfois les graines qui sont destinées à être mangées, pour amener ça au champ et le planter. Donc, on est dans un cadre de culture qui n'a pas encore été complètement compris par l'industrie agroalimentaire aussi, par l'industrie, les grandes firmes de tout ce qui est engrais, semences et pesticides. Donc, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse, en tout cas, avec les réalités aujourd'hui, que ce soit en termes de climat, en termes d'écologie, en termes d'alimentation et tout. Moi, je pense que c'est une source sûre où il faut miser, comme vous l'avez dit. Il faut le découvrir. C'est une source sûre, vous le dites, Madame Agbodjo. Il y a une question très importante que je vais adresser au docteur Badji. Pourquoi les politiques agricoles continuent-elles à privilégier les engrais chimiques au détriment des légumineuses, si ces dernières sont des piliers stratégiques de la fertilité durable des sols? Voilà. Déjà, je vais juste apporter une petite contribution à ma collègue. Donc, il n'y a pas très longtemps, dans 2 ans, en fait, la NASA est venue ici pour travailler, pour, en fait, faire un petit panel sur le niébé. Donc, pour dire que, en fait, même au niveau des États-Unis, parce que c'était pour l'aérospatiale, ils étaient en train de voir, en fait, comment vous pouvez trouver ces articles-là sur Internet. Comment ils pouvaient, en fait, valoriser des cultures à cycle très court, peut-être une fois hors de l'espace. Donc, il faut déjà comprendre encore déjà l'importance de ce niébé-là, peut-être que nous ne le voyons pas. Donc, elle disait que c'était sous-côté. Donc, revenir encore pour l'importance comment on appelle, des engrais chimiques. Donc, déjà, il faudrait comprendre les urgences, en fait. C'est la notion d'urgence qui fait que l'État aujourd'hui subventionne les engrais. Après, les engrais aussi ont la vérité de leur côté, c'est-à-dire qu'ils boostent les rendements. C'est un fait scientifique, et même ceux qui n'ont pas appris, ceux qui ont cultivé les champs peuvent voir en fait les effets de l'épandage de l'urée juste 48 heures après. Alors que le niébé, c'est quand même quelque chose sur un long terme. Donc les effets ne sont pas immédiats. Mais l'urée, par exemple, c'est des effets presque immédiats et souvent même spectaculaires. C'est-à-dire c'est pas une augmentation de 10%. Des fois, c'est une augmentation de plus de 100%. Quelqu'un qui ne faisait pas de l'engrais, par exemple, peut se retrouver avec le double de sa production. Ça, c'est ce qui justifierait aujourd'hui pourquoi aujourd'hui les producteurs utilisent de l'engrais. Et aussi, revenir aujourd'hui, si vous pensez qu'on utilise beaucoup d'engrais, moi je dis que non, on n'utilise pas assez d'engrais. Nous utilisons encore très peu d'engrais par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, principalement, parce que nous faisions l'étude sur l'utilisation de l'engrais, à part sur le riz, mais nous sommes à quelque chose de 8 kg par hectare, là où les autres sont à 120 kg. Donc, les prédications sont à 250 kg à l'hectare pour pouvoir atteindre les rendements potentiels des variétés. Mais nous sommes sur 8 kg à l'hectare en moyenne. Donc, pour montrer qu'on ne met pas assez d'engrais. Donc, aujourd'hui, peut-être c'est un grand lobby et pour que les gens comprennent que oui, l'engrais a des effets négatifs, etc. Nous sommes tout à fait d'accord sur ça, scientifiquement, socialement, etc. Mais il ne faut pas écouter tout le monde en pensant on utilise beaucoup d'engrais, on utilise très peu d'engrais. Voilà, c'était ça ma participation. Il n'y a donc pas de péril dans la demeure. Vu que tu as parlé de politique agricole, ça me concerne. Allez-y, allez vous relancer justement. Il faut savoir que l'objectif des politiques, c'est de nourrir. Ils doivent s'assurer que le peuple a assez à manger. Exact. Et pour le moment, vous savez, les études sur les engrais ont commencé même avant depuis la période coloniale et tout ça, que les études sur les engrais ont commencé, ont fait leur des démonstrations, et bien avant, derrière et tout. Donc, c'est là que maintenant, ce n'est que très récemment qu'on a commencé avec tout ce qui est agroécologie, transition agroécologique, revoir revaloriser ces légumineuses-là, comprendre, les remettre au goût du jour et tout ça, et tout ça. Donc, il y a encore des recherches à faire, il y a encore du travail à faire, comme tout à l'heure je disais, pour pouvoir vraiment comprendre tous
les atouts de ces légumineuses-là pour pouvoir comprendre comment les mettre en valeur dans la production, comment les revaloriser pour une souveraineté ou une sécurité alimentaire selon ce que vous voulez. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les États, en tout cas politiquement, ne peuvent pas du jour au lendemain balayer les engrais de la main et prendre les légumineuses pour faire... il faut qu'ils s'assurent, c'est comme ils ont une obligation. Leur peuple ne doit pas manquer de nourriture. Et pour le moment, là où ils sont sûrs, en tout cas selon eux, là où ils sont sûrs, c'est sur les engrais et tout. Donc, ils continuent de miser jusqu'au jour où les légumineuses, l'agroécologie et tout ça va leur prouver qu'ils peuvent aussi faire autant. Donc, moi, je pense que cette question de légumineuses et tout ça, pour le moment, ok, c'est une question de politique, ça c'est sûr, mais ça nous concerne tous. Tous les petits essais que vous ferez dans votre champ, toutes les petites applications que vous ferez sont à noter, à prendre en compte, et tout ça, c'est ce qui va permettre un jour aux États, comme dans certains pays qui l'ont déjà fait, de se pencher et de décider de subventionner, en fait, la production de ces légumineuses-là, l'association de ces légumineuses-là à la production nationale pour avancer. Donc, c'est ce que moi, je peux dire en lien avec les politiques et les légumineuses. Mais les légumineuses aussi sont accompagnées par les politiques. Oui, ils sont accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, et même dans toute la sous-région, elles sont subventionnées. Les semences certifiées de légumineuses aussi sont subventionnées. Donc, elles ne sont pas forcément laissées de côté. Mais pas autant que la production conventionnelle, quoi, c'est ça. Bien sûr. Pour y arriver, il y a du chemin encore, il y a vraiment du chemin encore. Tout à fait. Et du coup, moi, en tant que jeune, je dirais que c'est encore un champ, c'est aussi, c'est un axe encore presque vierge, qu'il faut encore découvrir et qui mérite que je me penche là-dessus, qui mérite qu'on travaille tous là-dessus, qui mérite qu'on soit tous sensibles et qu'on réfléchisse tous à comment promouvoir et comment mettre ces plantes-là au goût du jour, que ce soit au goût du jour des politiques, que ce soit au goût du jour des producteurs de semences, que ce soit au goût du jour des mouvements paysans, que ce soit au goût du jour des étudiants et tout ça. Et voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Tout à fait. Bien. Merci à vous, chers panélistes, pour ces réponses très pertinentes. Et je pense que dans 3 minutes, ce sera la fin de ce webinaire. Il n'y a pas de questions en instance. Je pense que nous avons brossé l'essentiel des questions. Et je vais vous donner la parole chacun pour un mot de la fin avant de clôturer ce webinaire. Je commence par Monsieur Badji. Voilà, donc moi, c'est déjà un plaisir de pouvoir participer à ce genre de panel de haute facture. Et on a un devoir de redevabilité. Donc, même au-delà du plaisir, c'est un devoir pour un chercheur jeune à l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, de pouvoir participer à ces panels et de dire, en fait, de donner des informations sur les travaux que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi d'institutionnaliser cette redevabilité-là. On doit notre salaire aux efforts combinés que les gens font en termes de taxes, douanes, etc., pour que nous fassions nos recherches. Donc, en contrepartie, nous devons aussi partager, en fait, nos informations, nos résultats, etc., à un plus grand public et ne pas s'arrêter à une valorisation juste scientifique des articles. Donc, aujourd'hui, une communication beaucoup plus vaste. Donc, vraiment, c'est un plaisir et dire aujourd'hui que les légumineuses restent importantes pour les exploitations familiales en Afrique en général, et qu'elles ne peuvent être négligées, qu'il y a beaucoup de travail. Vous êtes avec nous, Dr Badji? C'est tellement... On ne vous reçoit plus, hein, Dr Badji. C'est tellement un souci de connectivité. Docteur Agbojo, vous êtes là? Avoir en fait les différents... d'être parmi vous et je suis disponible sur LinkedIn, etc. Donc, encore merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé, Dr Badji. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Docteur Agbojo, à vous à présent. Merci beaucoup à vous pour la confiance. Merci. C'est un plaisir pour moi de ressortir au bout du jour des travaux qui ont été faits il y a plus de 6, 7, 8 ans et de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience et tout. Et merci à vous. Il faut savoir
faut aujourd'hui considérer les légumineuses comme des cultures qui vont au-delà de 5 groupes de plantes. Il faut les considérer comme des leviers stratégiques pour l'agriculture de demain. Et il faut les constituer, il faut vraiment les voir sur une vision de plantes qui ont beaucoup contribué, que ce soit dans le passé, aujourd'hui, et qui vont continuer à contribuer à tout ce qui est l'alimentation du milieu rural et voilà, la nutrition, l'économie rurale et surtout au bout aujourd'hui de l'environnement. Très bien. Merci à vous, docteur Agbojo. Je rappelle que ce webinaire est organisé dans le cadre donc d'une série de webinaires que nous avons initiés qui portent essentiellement sur les légumineuses négligées en Afrique de l'Ouest. L'idée est de vulgariser les travaux qui ont été faits dans ce sens pour que les journalistes soient informés, les journalistes puissent produire des articles sur ces enjeux, sur ces sujets. Voilà. Donc, ça a été organisé par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Donc, nous sommes un réseau composé de plusieurs membres en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est également, en Afrique, généralement. Donc, tout au long de ce webinaire, nous avons des collègues qui nous ont suivis depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis le Burkina, le Bénin, etc., etc. Pour dire que c'est un vaste réseau. Et tout ce que nous avons dit ici, nous allons déjà lancer un concours qui vise à primer le meilleur article qui va porter sur cette thématique qui est la légumineuse négligée d'une manière générale. Donc, en son temps, on a publié déjà l'annonce sur le site du réseau. Vous pouvez y aller, ceux qui n'ont pas encore l'information, consulter et voir comment, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler pour produire un article sur ces questions. L'idée, c'est d'inciter les journalistes à traiter davantage ces questions dans les rédactions, dans les journaux. Merci une fois encore à nos panélistes pour la disponibilité. Aujourd'hui, nous avons vu que les légumineuses ne sont pas seulement une plante nourricière, elles représentent un levier stratégique pour une agriculture durable et moins dépendante des engrais chimiques, on peut le dire ainsi. Espérons donc que ce webinaire inspire producteurs, décideurs et journalistes à promouvoir des solutions agroécologiques pour un futur plus résilient et durable en Afrique. N'hésitez pas à partager ce webinaire parce qu'il est enregistré et à suivre nos prochaines séries de webinaires. Merci à tous, bonsoir et bon appétit. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.